Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV dans l'actualité de ce mardi. Des remous à l'Assemblée nationale alors que sa réaction était très attendue. Le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a finalement saisi le président de l'Assemblée pour la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans l'affaire du trafic présumé des passeports diplomatiques. L'un d'eux, Boubacar Biaye, se dit prêt à répondre à la justice, mais il ne compte pas démissionner de son poste de député. La panne de WhatsApp, Facebook, Instagram vue sous un autre angle, la cyberdépendance, une maladie qui semble toucher la majorité des utilisateurs des réseaux sociaux. L'addiction à ces applications, un véritable danger. Dans cette édition, un expert va nous expliquer les risques encourus. Et enfin, d'en réussir au Sénégal, nous irons à Kaolack, la région natale du docteur Alioune Diouf. Un exemple de patriotisme après ses études à Dakar, il a ouvert sa pharmacie et emploie aujourd'hui des jeunes Sénégalais. Le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a donc saisi l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans l'affaire du trafic présumé des passeports diplomatiques. Il s'agit de Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall. Le nouveau bureau se penche sur leur dossier dès que les commissions permanentes seront installées. Et la rédaction a aussitôt joint l'un des mis en cause, Boubacar Biaye. Hors de question pour le député de démissionner, mais il se dit prêt à répondre à la justice. Écoutez. Et vous qui me donnez l'information. Effectivement, si tel est le cas, c'est normal, c'est une procédure normale. Effectivement, donc je crois que c'est la légalité. C'est l'article 51 du règlement intérieur qui est une loi organique qui est respectée. Ce que je compte faire, c'est de respecter la procédure, respecter ce que la loi demande, puisque nous sommes dans une république. Et je suis un enfant de la République. Il m'est en tout cas enseigné et conseillé de respecter la République. Donc ce que je dois à la République, c'est le respect strict des institutions. Je sais que l'Assemblée nationale va aller dans le sens de ce que la loi demande. En tout cas, personnellement, je compte répondre à toutes les convocations qui me seront faites de l'Assemblée jusqu'au niveau de la justice. Démissionner, je ne pense pas démissionner pour le moment parce que j'ai dit, je compte respecter la procédure. Maintenant, si cela s'avère que je suis reproché par la justice a prévu la procédure par rapport à ça. Mais pour le moment, je ne connais pas exactement le pourquoi, par exemple, le document, donc, ou la saisine là, je ne connais pas exactement le pourquoi parce que je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas quand même démissionner sur la base de quelque chose dont je ne connais pas. Et le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue, assure que les travaux vont durer une vingtaine de jours et donc la levée de l'immunité parlementaire de ces deux députés pourrait être effective, disons, d'ici la fin du mois d'octobre. Aymérou Gningue répond aux questions de Boubacar Dieng. Donc la procédure est très simple. Comme l'a dit le président, il a accusé réception. Vous savez, nous allons vers la session ordinaire le 14. Donc, à l'issue de cette session, le bureau va être renouvelé et les commissions permanentes vont être mises en place. Une fois que les commissions permanentes seront mises en place dans les 2-3 jours qui suivent, ce qui va être fait, c'est que la commission compétente, qui est la commission des lois et de la décentralisation, va être saisie pour justement mettre en place ce qu'on appelle donc une commission ad hoc qui va travailler sur la levée de l'immunité parlementaire de ces deux députés. Il y a une procédure, il y a des délais qui sont incompressibles. Il faut mettre en place la commission ad hoc. Il faut que cette commission puisse être ratifiée par la plénière. La commission va travailler, va donner ses conclusions. On va encore convoquer une plénière pour que justement cette plénière puisse justement se prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire. Vous savez, ce n'est pas le premier cas, mais d'expérience, je vous dis que toute procédure-là devra durer au moins 20-21 jours. Vous savez, si vous y ajoutez le délai qui nous sépare de l'ouverture, donc dans un délai normal de 2 mois, tout devrait être fait.
La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. La COSYDEP vient de clôturer sa session non-vacances pour l'école. Est-ce qu'on peut retenir de ce panel? C'est le plaidoyer des acteurs de l'éducation pour une égalité entre les écoles publiques et les écoles privées. C'est Nabou Babou. Avec Safal. Presque chaque année, de nouvelles écoles privées sortent de terre. L'absence de réglementation en serait à l'origine, selon le responsable suivi évaluation à la COSYDEP. Par rapport au contexte sénégalais, ce qui justement donc, motive cette privatisation-là, c'est surtout une absence de réglementation. C'est une absence de réglementation par rapport à l'établissement des privés, mais également c'est la facilitation de l'autorisation pour que les privés puissent ouvrir ces établissements-là d'enseignement. Et derrière cela également, il y a le dispositif de régulation qui doit justement suivre derrière la mise en place des établissements. 16% des élèves du primaire sont concentrés dans les établissements privés, une entrave au droit à l'éducation, ajoute-t-il. Au niveau du primaire, c'est 16,8%. Au niveau du moyen, c'est 18,8%. Au niveau des établissements scolaires, en termes donc d'établissements bâtis, il y a une forte propension aussi du privé. L'impact réel, c'est par rapport au droit à l'éducation. Donc actuellement, à travers les ODD, on a dit qu'il faudrait une éducation pour tous, une éducation de qualité, une éducation inclusive. Maintenant, si l'éducation veut être juste le lustre de personnes nanties ou que c'est la privatisation qui gagne avec tous les faits donc, que cela incombe, effectivement, les personnes qui sont donc des groupes marginalisés ou vulnérables n'ont pas justement accès à l'éducation. Pour résoudre cette problématique, Alun Loum préconise l'augmentation du financement de l'éducation. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est davantage renforcer le financement de l'éducation. Il faudrait que l'on puisse se doter davantage de financement pour qu'on puisse adresser toutes les questions relatives à la problématique de l'éducation, particulièrement dans notre contexte sénégalais, où près de 42% des établissements n'ont pas d'eau, où près de 2/3 des établissements n'ont pas de toilettes fonctionnelles, où près de 2/3 des établissements n'ont pas de murs de clôture sécurisés. Les acteurs de l'éducation demandent au gouvernement d'être beaucoup plus rigoureux sur la délivrance des autorisations d'ouverture d'écoles privées. Ils invitent les parents par ailleurs à inscrire massivement leurs enfants dans le public. Et d'autres acteurs de l'éducation doutent de l'efficacité du financement des collectivités territoriales. Ils font allusion aux mêmes difficultés notées dans le système éducatif, Babacar Seck. La majeure partie des collectivités territoriales fait des investissements très importants dans le secteur de l'éducation alors que les problèmes subsistent. L'efficacité du financement de l'éducation se pose. Effectivement, l'effectivité du financement est soulevée l'antinomie de voir autant d'argent injecté dans ce secteur et que nous notons au fur et à mesure, et nous notons, et c'est un constat réel, une éducation qui se dégrade d'année en année avec des revendications tous azimuts des différents acteurs alors que nous constatons d'après les techniciens que effectivement le financement est déjà effectif. En tout cas, toute cette contradiction-là entre ce qu'on injecte et ce qu'on a comme résultat quelquefois, qui ne justifie pas quelquefois le niveau de qualité de notre éducation et de l'enseignement en général. L'identification des besoins réels de l'école pour y contribuer de manière plus efficace à l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants. Aujourd'hui, pour que l'on puisse en tout cas matérialiser cela, il faudrait que dès la reprise, en tout cas des enseignants, le 11, qu'ils trouvent sur place quand même un cadre désherbé, nettoyé et la disponibilité des fournitures pour que le 14, lorsque les enfants viendront, qu'ils puissent recevoir leurs fournitures et que ce même jour qu'il y ait vraiment des traces écrites qui montrent que l'école a vraiment commencé ses cours. Et ce serait dommage qu'on le donne après, sinon on ne pourra pas mesurer la portée de cette action. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça fait partie aussi des autres causes qui font qu'aujourd'hui, on remette en question l'effectivité des financements. Selon les acteurs, le financement de l'éducation au niveau territorial a montré ses limites, car à quelques jours de la rentrée, aucune action n'est entreprise pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions le 14 octobre prochain. Et l'actualité de ce mardi, c'est aussi la panne survenue hier sur les applications WhatsApp, Facebook et Instagram qui a mis à l'épreuve nos capacités de résilience. Là, on parle de l'addiction aux réseaux sociaux. C'est une réalité. On a malheureusement peu de recul. Notre dépendance aux réseaux sociaux expliquée par un expert en la matière, le consultant et formateur en nouveaux médias, Moutaga Cissé. La preuve, hier, on est restés tous pendant 6 heures de temps sans pouvoir échanger sur cette plateforme-là.
effectivement la dépendance sur une plateforme ou bien un ensemble de plateformes appartenant à une seule entreprise montre qu'effectivement, il ne faut pas mettre tous les œufs dans un seul panier. On dit qu'en fait, cette dépendance-là a un côté positif parce que ces outils-là nous permettent de rester en contact avec nos proches, de continuer à travailler même si on n'est pas dans les locaux de notre entreprise. Mais ces outils nous permettent également de rester informés sur l'actualité et même de vivre un divertissement sur certaines plateformes. Bon. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif fait que cette dépendance, surtout du côté des adolescents, peut avoir des impacts négatifs, surtout dans leur santé. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a une fuite interne de Facebook qui a circulé dans les médias américains qui ont fait état d'une dépendance de la santé mentale des adolescents et que cette étude-là a montré qu'effectivement beaucoup d'adolescents se sentaient trop mal parce qu'ils dépendaient tous de ces plateformes-là, ils se sentaient moqués par leurs amis passant par des plateformes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un autre fait, TikTok par exemple, il y a quelques mois, il y a eu une liste de suicides qui a été décelée sur TikTok parce qu'il y avait un challenge qui avait été fait et des adolescents étaient victimes de ça. Et c'était un retour aux méthodes de communication classiques, les SMS ou encore le mailing. L'histoire retiendra que l'école de guerre du Sénégal a ouvert ses portes le 5 octobre 2021. Le premier cours a été donné ce matin. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a présidé ce cours. À noter que cette nouvelle école va contribuer à renforcer la sécurité nationale. Le compte rendu est signé Abdourahmane Ly avec Barroso. Le Sénégal étrenne sa première école de guerre. L'école militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance abrite celle-ci provisoirement en attendant l'inauguration de l'Institut de défense du Sénégal à Liberté 6 au camp général Idrissa Fall. Plusieurs corps y sont attendus pour une formation dans plusieurs domaines. Nous allons étudier la géopolitique, la diplomatie et les relations internationales, l'histoire militaire. Ensuite, c'est de préparer la guerre. Il s'agit donc de connaître nos capacités militaires, nos structures militaires pour faire ce travail. Ensuite, il faut conduire et planifier et conduire la guerre. Et cela, il faut connaître les chaînes de commandement et d'autres outils qui permettront à l'officier de pouvoir faire cette tâche. Et enfin, le développement personnel, c'est-à-dire le leadership, et cela à travers l'expression écrite, l'expression orale. Le décret du chef de l'État instituant sa mise sur pied porte ses fruits avec le premier cours de l'Institut supérieur de guerre. Un cours présidé par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui mesure d'emblée l'importance de ce centre de formation. Un institut qui comprend 3 composantes. L'école d'état-major, l'école supérieure de guerre et le centre de doctrine. Un outil performant d'analyse, de conception, de prévention pour faire face aux défis, aux menaces sécuritaires multiformes auxquelles nos sociétés actuelles sont confrontées, et particulièrement notre sous-région. Le corps enseignant universitaire va participer à la formation de cette première promotion composée de 10 auditeurs, des officiers, tous de nationalité sénégalaise. Sélectionnés après un concours exigeant une préparation académique à la division de l'enseignement militaire supérieur d'EMS, provenant des armées et services suivants: 4 de l'armée de terre, 1 de la marine nationale, 3 de l'armée de l'air, 1 de la direction du génie et de l'infrastructure des armées, 1 de la direction des transmissions et de l'informatique des armées. Les officiers supérieurs des armées n'ont plus besoin désormais de se rendre à l'étranger. Précision de Maître Sidiki Kaba. Finalité des cours, les préparer à exercer des responsabilités au besoin pour la sécurité du pays. Et l'actualité sanitaire nous emmène à Saint-Louis. Les populations se réjouissent de la décision du gouvernement de construire un hôpital de grande dimension et s'attendent à un meilleur accès aux soins avec cette nouvelle infrastructure sanitaire. Mokhtar Seck, correspondance. Par décret, le président de la République décide de faire construire un hôpital de type 3 sur le site abritant l'actuel hôtel Kumbabang. Une initiative dont se réjouissent les populations de Saint-Louis.
C'est une grande opportunité qui s'offre à la ville de Saint-Louis. Vous savez que les problèmes de santé sont des problèmes prioritaires aujourd'hui pour les politiques publiques de ce pays. Surtout avec le contexte de la pandémie après son évaluation a montré qu'il y avait toujours un intérêt à toujours relever le plateau technique. Saint-Louis est une grande ville maintenant. L'hôpital régional ne suffit plus. La demande est très forte par rapport à la prise en charge des malades. Donc si nous avons l'opportunité d'avoir un hôpital de type 3, c'est toujours la bienvenue. C'est toujours une grande opportunité pour les Saint-Louisiens que d'avoir une infrastructure sanitaire de ce niveau. C'est une très bonne initiative, vu que l'hôpital est saturé, la population saint-louisienne grandit de jour en jour, donc c'est une très bonne initiative venant de la part de l'État. Franchement, la population saint-louisienne en a besoin. Le site il a été choisi parce qu'enfin Saint-Louis n'a plus d'espace, donc on est obligé de faire des reconversions pour plus d'utilité, parce qu'en fait la santé est une priorité. C'est vrai qu'il est bon d'avoir des hôtels, mais avant d'avoir des hôtels, il faut aussi que la santé soit vraiment prise en charge pour que les populations puissent être soulagées. Donc je pense que le site Mankoumba Bang est un bon site, et s'il peut abriter l'hôpital, il va permettre aux Saint-Louisiens quand même de s'en sortir. Ce nouvel hôpital va permettre de soulager l'actuel hôpital régional qui a plus de 2 siècles d'existence. Le Royaume d'Arabie Saoudite s'intéresse de plus en plus à l'élevage au Sénégal. La preuve, un abattoir modernisé sera installé très bientôt dans notre pays. Pour matérialiser ces intérêts communs, les deux États ont signé un accord de partenariat. Là-dessus, le ministre de l'Élevage, Ali Saleh Diop. En ce qui concerne le secteur de l'élevage, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la santé animale, dans le domaine de l'amélioration génétique, mais également dans le domaine des infrastructures. Donc vous conviendrez qu'à l'issue de cette signature, la phase opérationnelle de cet accord va immédiatement démarrer par la mise en relation entre nos deux secteurs privés pour concrétiser la vision du chef de l'État en matière d'élevage, qu'on peut simplement résumer en seul mot: la modernisation du secteur de l'élevage. Donc l'État a dessiné le cadre, il appartient maintenant au secteur privé de saisir cette occasion pour aller dans le sens de la concrétisation de ce que le Sénégal attend d'eux. Alors, la porte d'entrée de cet accord va être la construction d'un abattoir moderne. La corruption, un serpent de mer, elle progresse et gangrène nos sociétés. Et selon l'ONG Enda Ecopop, l'Afrique perd au moins 88 milliards de dollars à cause de l'évasion fiscale. Des pertes énormes, supérieures même à l'aide publique au développement, qui se situe entre 40 et 50 milliards de dollars. Bachir Kanouté est le directeur exécutif de l'ONG Enda Ecopop. OFLOC est une initiative citoyenne pour la prévention et la lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales. Il a été lancé en 2019 sur financement de l'Union européenne, et l'objectif c'était de nous inscrire dans ce que l'État veut et ce que la communauté aussi internationale veut, puisque vous savez que l'Union africaine a adopté depuis 2003 une convention adoptée par les chefs d'État pour prévenir et lutter contre la corruption dans nos États, parce que conscient exactement que la fuite des capitaux était très importante. Le dernier rapport du CNUSET fait état de 88 milliards de dollars, et cela est important, c'est beaucoup plus important que l'aide publique au développement qui se situe aux alentours de 40 à 50 000 dollars. Donc si ces capitaux restaient, cela voudrait dire qu'on n'aurait même plus besoin d'aller chercher l'argent ailleurs pour financer notre développement. Mais bref, ça se fait, et donc l'enjeu pour nous est conscient aussi que l'État a lancé beaucoup d'initiatives. Il y a l'OFNAC du point de vue normatif, du point de vue réglementaire, l'État a lancé beaucoup d'initiatives
qui jusqu'à présent n'ont pas démontré toutes les attentes qu'on avait, nous avons aussi apporté notre pierre, notre contribution en disant que nous lançons cette initiative citoyenne pour impliquer les citoyens dans la prévention et la lutte contre la corruption. Et dans le reste de l'actualité, retour à cette panne survenue tout à l'heure sur Facebook, WhatsApp et Instagram qui a mis à l'épreuve nos capacités de résilience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup se sont sentis désœuvrés. Illustration dans ce reportage de Aïssatou Kane. Des milliards d'internautes ont subi une panne d'une ampleur inédite, la plus importante jamais observée qui n'a pas laissé de marbre des habitants de Padoua Builders. Ce jeune homme-ci a été affecté en tant que community manager. Omar Madi a dû trouver une alternative. Bon, moi je suis community manager, donc je suis dans le vif du sujet. Donc ça a été compliqué pour nous parce que on a perdu de la visibilité dans la communication des entreprises que l'on gère. On a perdu de la visibilité, on a perdu aussi de l'argent. Au début, on ne pouvait rien faire parce qu'on pensait que c'était juste un bug. Donc on a attendu 30 minutes, 1 heure, 2 heures, sans pouvoir rien faire. Mais après cela, on a été obligé de chercher d'autres canaux secondaires. On a utilisé Telegram. Les autres réseaux sociaux comme Viber est revenu un peu à la mode, mais bon, ça s'est éteint. On a utilisé aussi FaceTime et iMessage pour contourner un peu la dépendance qu'on a via Facebook et WhatsApp. Non loin des lieux, un groupe de jeunes avoue avoir été impacté par cette panne. Mais pour l'un d'entre eux, les réseaux sociaux désocialisent les individus. Parfois, des gens vous rendent visite, mais vous n'avez pas de temps parce que vous êtes concentré sur votre téléphone. Ces habitudes, nous devons les éviter. Ce n'est pas bien. Même dans votre famille, quand vous êtes en groupe, chacun surfe sur son téléphone. Et là, il n'y a pas de discussion, pas de communication. Des habitudes que nous devons éviter. Ce communicateur traditionnel considère que cette panne montre à quel point les Sénégalais sont dépendants des réseaux sociaux. Les gens dépendent trop des réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, WhatsApp, Instagram et c'est pourquoi quand il y a une panne, ça nous affecte vraiment. Et je peux dire que c'est un phénomène mondial. La panne a démontré l'addiction aux réseaux sociaux, mais aussi que certains surfent sur un monde virtuel pour se construire une identité sociale ou encore pour en faire un gagne-pain. Une note de sport du football à l'exception de Boulaye Dia, forfait pour blessure. 17 Lions manqués encore à l'appel hier lors de la séance d'entraînement en salle à l'hôtel Radisson de Diamniadio. Ce mardi après-midi au stade La Dior de Thiès, c'est un groupe fort de 22 éléments qui a foulé la pelouse du nouvel antre de l'équipe nationale A2 football. 3 joueurs retenus manquent encore à l'appel, parmi eux Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool, arrive ce soir après Medja Essen. La suite du journal. Originaire de la région de Kaolack, Dr Alioune Diouf est ce qu'on pourrait appeler un pur produit de l'école sénégalaise. Avec un diplôme de docteur en pharmacie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a ouvert sa propre pharmacie bio en 2004. Dr Diouf emploie aujourd'hui plusieurs jeunes Sénégalais. Adamassar et Astumbaï l'ont rencontré dans Réussir au Sénégal. Mon parcours scolaire, j'ai fait l'école primaire à l'école de Baye. Après avoir fait l'école coranique, bien entendu, parce que nous sommes de Médina, une cité religieuse. Tout le monde sait que avant d'aller à l'école, il faut d'abord faire l'école coranique. Après avoir décroché son doctorat en pharmacie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Alioune Diouf a choisi l'option officine. Après plusieurs stages dans des pharmacies à Dakar, il crée en 2004 sa propre pharmacie dénommée Pharmacie El Hadji Ibrahima Niass. Il emploie plusieurs personnes. Dr Alioune Diouf est un employeur, donc on emploie des personnes, on emploie en tout cas des jeunes, des femmes, en tout cas qui ont le profil requis pour être dans une officine de pharmacie. Même aujourd'hui, je peux vous dire que
J'ai au moins 2 assistants, pharmaciens assistants, parce que tout le monde sait que le marché de l'emploi est très saturé. Extrait. Docteur Ali Diouf est persuadé qu'on peut rester et réussir au Sénégal. Mais bien sûr, nous-mêmes, on est un exemple. Et il y en a beaucoup. La plupart des Sénégalais qui ont réussi, mais ils ne sont pas sortis du pays. Hein. Ils sont restés ici. Ils ont travaillé, ils ont étudié, jusqu'à ce qu'ils le trouvent en tout cas de quoi nourrir leur famille, en tout cas de quoi entretenir leur famille. Hein. Donc dire que pour réussir il faut sortir, mais ça c'est pas vrai, c'est pas avéré. Il lance un appel aux jeunes. Aujourd'hui, si tous les jeunes sortent, il n'y aura plus de force. La jeunesse, c'est la force. Mais si tous ces jeunes-là sortent de ce pays-là pour aller ailleurs, mais qui va construire ce pays? Donc moi, je leur lance un appel pour leur dire qu'on peut rester ici au Sénégal et réussir. L'essentiel, c'est de croire en eux-mêmes et aussi avoir la conscience que c'est eux qui peuvent quand même développer ce pays. Habitant à Medina Bay, Dr Ali Diouf ne rate jamais l'occasion de montrer son amour pour Baye Niass. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain à 19h45.